bonsoir. Après moi, c'est le cocktail. Parfois, après moi, c'est le déluge. Non, là, c'est le cocktail, c'est quand même un peu mieux. Difficile de faire la synthèse. De quoi on a parlé aujourd'hui, finalement? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des gens qui construisaient le futur. Donc, TEDx, c'est là, c'est à propos du futur. Le futur, c'est paniquant, hein, parce que le passé, ça va. Le passé, il est passé. C'est peut-être pas toujours comme on aurait aimé, mais on peut plus le changer. Le futur, on peut encore le changer. Alors, il y a plusieurs manières de changer le futur. Moi, je vois des gens qui lisent le futur dans les astres, hein, dans les cartes, dans les astres, qui attendent beaucoup du hasard. Moi, je me méfie du hasard. J'ai joué une seule fois de ma vie au loto, j'ai joué la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous n'imaginez pas l'air totalement ahuri de la pauvre jeune fille qui regarde ça et qui me dit d'un air de commisération énorme, « Mais monsieur, vous n'allez pas jouer ça ?» Je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Mais ça sortira jamais !» Bon, moi je suis mathématicien, comme vous le savez, ça a aussi peu de chances de sortir que n'importe quelle combinaison, quoi. Enfin, le mathématicien que je suis est un peu embêté, parce que pour l'instant, c'est la jeune fille qui a raison. C'est toujours pas sorti, mais bon, peut-être... Si un jour ça sort, on aura beau dire non, c'est des traits de peinture, je suis sûr que la moitié des gens diront c'est la fin du monde. Donc, ça c'est une manière. Il y a une autre manière, c'est le futur, il faut le construire. Et tous les gens, toutes les personnes que vous avez vues aujourd'hui n'ont pas regardé les cartes, elles ont construit le futur. Construire le futur, c'est dur, hein, c'est se heurter à des résistances, c'est impulser le monde, c'est le changer, et donc il faut un moteur pour ça. Et on peut chercher plein de moteurs et tout. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai discuté avec des gens qui construisaient le futur, j'ai toujours trouvé le même moteur, ça s'appelle le désir. C'est un mot très simple, hein. L'énergie nécessaire pour changer les choses trouve sa source dans le désir. Alors, désir, c'est un mot qui a une étymologie qui est très très belle. Qui connaît l'étymologie du mot désir? Ça vient du latin desiderare. De, préfixe privatif, et siderare, qui vient de sidus sideris, qui veut dire l'étoile. Il a donné le mot sidéral. Donc désirer, c'est être privé de son étoile. Alors d'où est-ce que ça vient? Je pense que ça vient du fait que les étoiles d'été disparaissaient l'hiver, et que les étoiles d'hiver disparaissaient l'été, et que donc, quelque part, la disparition des étoiles était liée au cycle des saisons, et qu'on avait envie de retrouver les saisons, et donc, quand les étoiles n'étaient plus là, on les désirait. Voilà. Et donc, magnifique, hein, le désir, c'est quelque chose qui dit « je veux retrouver les étoiles ». Ça veut dire quoi, retrouver les étoiles? Ça veut dire que je veux les avoir toutes ensemble, toutes mes étoiles ensemble. Pour construire le monde, je veux retrouver toutes les étoiles. Tout ensemble en latin, c'est quoi? C'est cum, c'est um. Donc, retrouver toutes les étoiles, c'est cum siderare, c'est considérer. Et donc, pour construire le monde, il faut considérer, il faut avoir de la considération, et c'est comme ça qu'on arrive à embrasser toutes les étoiles. Donc, vous voyez le désir comme moteur, la considération comme, je dirais, deuxième moteur par derrière. Alors après, il y a une distinction très amusante, comment construire le futur. Vous connaissez cette phrase, « Si tu veux aller vite, sois seul. Si tu veux aller loin, pars à plusieurs. » Quelque chose d'assez puissant, hein. C'est vrai que la solitude permet, on ne s'embarrasse pas des contraintes, on est consultant, un consultant n'étant pas un imbécile qui a une position élevée dans un pays du Moyen-Orient, je vous rassure. Et puis on va très vite. Et donc, on va vite. Je ne sais pas si on va loin, mais on va vite. Bon. Et puis, quand on est à plusieurs, bah oui, on va loin. Simplement, il y a des contraintes. Hein, être à plusieurs, il faut tenir compte des avis des autres, il faut faire des groupes de travail, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le monde Internet ou d'autres mondes, on s'aperçoit qu'on peut aller à la fois vite et loin. Ça s'appelle en mathématiques vitesse de groupe et vitesse de phase. Comment est-ce qu'on fait pour aller à la fois vite et loin? Eh bien, on raisonne à plusieurs. Je vais vous illustrer ça par une très belle histoire que j'ai lue. C'est 1998, Coupe du monde d'athlétisme, 4 fois 100 mètres féminin. Les favorites étaient les Américaines et les Françaises. Et l'analyse montrait, de manière très claire, que la vitesse moyenne des Américaines était 7% supérieure à la vitesse moyenne des Françaises. Donc vous avez 4 coureuses qui sont en moyenne 7% plus rapides. Qui a gagné? Les Françaises. Pourquoi? Le passage du bâton. Parce que les Américaines se défonçaient, elles vidaient, elles mettaient tout leur sang dans leurs jambes, elles couraient très très vite, et au moment de passer le bâton, on n'avait plus d'énergie. Les Françaises, elles,
avait gardé ce qu'il fallait d'énergie pour passer le bâton. Et la manière très simple de le dire, c'est, pour gagner la course, c'est pas la vitesse des coureuses, c'est la vitesse du bâton. Et à partir de là, on rentre dans un autre paradigme, qui est que d'un seul coup, il y a un objectif commun, il y a quelque chose de commun qui fait qu'on peut aller vite. Alors la chance que nous avons tous aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui permet de passer d'une somme de vitesse individuelle à une vitesse collective? Qu'est-ce qui permet de passer d'une somme d'intelligence individuelle à l'intelligence collective? Ça s'appelle Internet. Ce n'est pas par hasard que d'un seul coup, cet outil est là, qui arrive, qui nous permet justement de réaliser cette espèce d'alchimie, qui permet finalement d'aller très vite ensemble. Donc Internet, c'est avant tout l'outil de la communauté. On est vraiment dans les modèles communautaires. Les communautés existaient bien avant Internet. Je veux dire, en France, le tissu associatif, très, très puissant, on n'en parle pas assez, mais je dirais la France est beaucoup plus dans un esprit communautaire que ce que tous les médias traditionnels nous renvoient. L'Amérique est extrêmement communautaire. Si vous lisez Tocqueville, pour l'Américain, la plupart des Américains, c'est d'abord ma communauté, puis éventuellement ma ville. L'État, ça commence à devenir compliqué. Quant à l'État fédéral, moins je le vois, mieux je me porte. Vous savez, les problèmes qu'a Obama avec sa réforme de la sécurité sociale, c'est parce que l'État fédéral doit être le plus loin possible. Et c'est la communauté qui résout tout. Moi, j'ai vécu en Californie et j'ai vu la communauté se mobiliser pour dégager 120 000 $ pour soigner une fille qui avait un cancer. Je ne porte pas de jugement de valeur, c'est comme ça. Mais vous avez une très belle présentation du logiciel libre. Le libre s'est bâti sur une communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve d'autres exemples dans l'histoire. Vous savez que l'ordre des franciscains a beaucoup en commun avec le libre. Qu'est-ce que c'est que les franciscains? Ce sont des gens qui fuient l'extrême hiérarchie catholique qui s'enrichissait beaucoup à la tête, qui se retirent du monde, qui se mettent en réseau, ce qui fait qu'ils peuvent aller construire des missions en Californie, c'est-à-dire à 9 mois de voyage de l'Europe, et qui bâtissent un nouveau monde où la richesse est basée sur le flux et plus du tout sur le stock. Donc des communautés, il y en a eu tout le temps. Et Internet, c'est l'outil qui permet à ces communautés de s'exprimer. Comment? Partage d'informations, vous avez tous été dans les forums de discussion, mais aussi c'est un outil qui permet une économie de s'exprimer qui est redoutablement plus efficace, basée effectivement sur le libre, mais pas seulement. Il existe parmi tous les forums de discussion un forum extraordinaire qui s'appelle le Forum des enseignants du primaire. C'est un enseignant à l'île de la Réunion qui, il y a quelques années, a dit « Moi, l'éducation nationale ne me donne pas les outils dont j'ai besoin, mais c'est pas grave ». Il a ouvert un forum. Aujourd'hui, c'est 100 000 enseignants qui se sont échangés 3,7 millions de messages. Je ne sais pas si vous imaginez, 100 000 enseignants, des messages extraordinaires, pratico-pratiques. Demain, je dois parler des dangers de la maison, quelqu'un peut-il me donner des tuyaux? Alors, vous savez que l'économie de ce forum, c'est quoi? À ce niveau-là, il paye 500 € par mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une association loi 1901, coûte 2 € par an. Il suffit que 3% de ses membres cotisent à l'association, il a son forum. Je ne sais pas si vous voyez ce que l'économie d'Internet permet. Elle permet à une communauté de s'exprimer avec un coût qui est extrêmement faible, mais en revanche avec une richesse qui est dans les échanges qui est absolument fabuleuse. Donc cette économie qui est très simple, c'est économie d'abondance versus économie de rareté, qui est inscrite dans les gènes de l'Internet dès le début, dès le fameux papier de Kleinrock sur le protocole de communication par paquet, qui dit « Je ne prends pas le protocole de communication des opérateurs de télécom parce qu'il est basé sur la rareté. Quand vous appelez avec votre téléphone portable, la bande passante vous est réservée et personne d'autre ne peut y aller. » Lui dit « Je mets mon message dans des paquets qui vont sur des camions, qui vont dans des routes, et la route, c'est un modèle partagé. » Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que vous perdez la qualité totale, que seul le modèle de rareté permet d'exprimer. L'avantage, c'est que vous arrivez à des coûts très faibles. Des offres triple play à 30 € par mois, c'est bien parce qu'on est dans une économie de partage et une économie d'abondance. C'est plus du tout dans une économie de rareté. Alors, perdre la qualité totale, vous savez, si vous négociez un deal à 10 millions d'euros, oui, je vous conseille de mettre de l'argent dans des communications. Mais s'il s'agit d'appeler Tata Marcel pour lui souhaiter bon anniversaire, on est bien content que ça crachote exhalague un peu. Oui, Tata Marcel, oui, je t'entends pas bien, mais je t'embrasse. Voilà, pop, c'est réglé. Pas besoin de payer de l'argent pour fêter l'anniversaire de Tata Marcel. Mais la deuxième chose que permet aussi Internet et le modèle communautaire, c'est la créativité. On a parlé de Wikipédia. Wikipédia, probablement la quintessence du modèle de l'Internet. Bon, vous connaissez tous Wikipédia.
On sait très bien que c'est aussi mauvais que l'Encyclopédia Britannica, hein, donc pas de problème, on ne va pas se disputer sur la qualité de Wikipédia. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la gouvernance de Wikipédia. Ben, premièrement, quand il y a une erreur, c'est corrigé dans les 3 minutes. Deuxièmement, il y a l'onglet historique, qui vous permet de suivre l'historique de chaque article. Troisièmement, il y a l'onglet discussion. Et vous savez qu'il y a des fois où je me suis baladé sur Bordeaux, c'est plus intéressant de lire les gens qui s'engueulent dans l'onglet discussion autour de ce qu'il faut mettre dans l'article sur Bordeaux que l'article sur Bordeaux lui-même. Alors là, je vous conseille toujours l'onglet discussion, on voit les mecs qui s'étripent, c'est extraordinaire. Bon. Autre innovation, cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Cet article est incomplet, cet article n'est pas neutre. Cet article n'est qu'une ébauche. Vous imaginez une encyclopédie papier qui vous dirait la même chose, quoi. Et puis, dernier onglet qui est extraordinaire, c'est pas un onglet, c'est en bas à gauche. Avez-vous remarqué que souvent sur des articles, il y a une liste de langues? Ce n'est pas la traduction, c'est l'article, le même article dans le Wikipédia d'une autre langue. Savez-vous combien il y a de langues différentes dans Wikipédia? 278. Première langue, l'américain, 3 millions d'articles. Deuxième langue, ça surprend tout le monde, l'allemand, 1,2 million d'articles. Troisième langue, le français, 1,1 million d'articles. Quatrième langue, eh bien, ils sont en train de s'engueuler, il y en a deux qui passent l'un devant l'autre, c'est l'italien et le polonais. En 13e position, vous trouvez le catalan. Amusant, hein. Et puis après, vous trouvez l'ouzbek, le tadjik, le comanche, le cheyenne. Autrement dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les ouzbeks, les tadjiks, les comanches, les cheyennes, les peuls, tout ce que vous voudrez de langues dites rares, ont leur propre encyclopédie dans leur propre langue, qui ne soit pas la traduction d'une encyclopédie occidentale. Et là, je pense qu'on n'en est qu'au début de la révolution qui est engendrée par Wikipédia. Donc, c'est la créativité. Pour exprimer sa créativité, oui, il faut du désir, mais il faut aussi du fun. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le monde Internet. Le fun. Le fun, le plaisir, le rire, c'est quelque chose qui se partage. Vous connaissez Bidochon. Vous avez peut-être lu cet extraordinaire Bidochon sur le voyage organisé qui se passe en Russie, on le devine, il ne le dit pas, mais... Et ils vont d'église en église, ils en ont ras-le-bol des églises et tout. Heureusement, arrive le jour où il y a l'après-midi de découverte individuelle. Et puis ils se concertent, et puis Robert Bidochon va voir le guide et dit « Est-ce qu'on pourrait avoir l'autobus ?» Et alors, l'autobus pour la découverte individuelle? Et Bidochon a cette phrase extraordinaire, « Bah oui, la découverte individuelle, ce serait dommage de ne pas la faire tous à plusieurs. » Ben voilà, c'est ça le modèle Internet. On fait des découvertes individuelles à plusieurs. Et donc à partir de là, le fun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit de plus en plus de choses qui mélangent cerveau gauche et cerveau droit. Il existe un autre forum que j'aime beaucoup, qui est le forum thyroïde, qui a été fait par une dame qui avait des problèmes de thyroïde, toute seule dans son coin, qui a réussi à créer une communauté de 11 000 membres, ce qui est pas mal quand même, hein, qui se sont échangés à peu près 300 000 messages, uniquement des gens qui ont des problèmes de thyroïde. C'est extraordinaire parce que c'est cerveau gauche et cerveau droit. C'est à la fois bourré d'empathie et bourré de sérieux. Je me souviens, un jour, une dame arrive dans le forum et dit « Je suis désespérée, mes problèmes de thyroïde se sont résolus, mais ma fille de 18 ans, ça vient de se déclarer, je sais que c'est génétique, et bah, vous imaginez, quand ça arrive à sa fille, c'est pire que quand ça arrive à soi-même, quoi. » La communauté se mobilise, mais pas de la psychologie à 2 francs 6 sous. Hein. Montre-nous tes feuilles d'analyse, ces feuilles d'analyse. Il ne s'agit pas de faire un diagnostic, il s'agit de comparer des trajectoires. On est quasiment dans les médecines alternatives. Hein. Et donc, les gens disent, oui, on voit bien ce qui lui est arrivé, je suis passé par là, elle va s'en sortir, etc. Et au bout d'une semaine, la fille rentre dans le forum et dit, maman, je ne t'en veux pas. Au vu et au su de tout le monde. Alors, évidemment, on pourrait dire, oh là là, mais où est la vie privée là-dedans? Non, non. Dans le monde Internet, la vie privée a disparu. J'ai donné le truc, c'est la vie intime qui est préservée. Donc ne vous battez plus sur vie privée, vie professionnelle, etc. Tout ça, c'est dans le même mix. En revanche, remarquez que les gens gardent leur vie intime. C'est ça le rempart et c'est ça qui fait la différence. Et donc finalement, dans le monde Internet, c'est ça, quoi. Il y a du plaisir, il y a du fun. Moi, je crois beaucoup aux environnements immersifs, au monde virtuel. Hein. On les appelle Second Life ou autre chose, je m'en moque. Parce que ce sont des endroits où à la fois on peut travailler de manière collaborative tout en s'amusant. Et ça, quand même, c'est extrêmement rare d'arriver à travailler tout en s'amusant. Mais on peut même faire des très belles choses. Il y a un magnifique projet à l'hôpital Trousseau, où des enfants qui sont leucémiques au dernier degré, qui sont donc dans des chambres stériles, ont été mis en fait dans un monde virtuel, et puis échangent avec d'autres au travers de ce média. Vous savez que les autistes se mettent à resocialiser au travers des mondes virtuels. C'est quand même assez intéressant de voir qu'au travers d'un média qui, quelque part, passe à la fois le sensoriel et le rationnel, eh bien, on arrive à recréer quelque part du sens et la socialisation.
Donc finalement, voilà ce que c'est Internet. C'est quelque chose qui permet à tous ceux que vous avez vus ici aujourd'hui de s'exprimer, même si en Afrique, c'est vrai, on manque encore d'infrastructures. Il existe quand même un projet intrigant, un projet de Google qui s'appelle les 3 autres milliards. Google, HSBC, je ne sais plus qui consiste à lancer un réseau de satellites, non pas pour donner Internet en direct dans les zones où il n'y a pas Internet, mais pour permettre l'émergence de fournisseurs d'accès à Internet. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on peut aujourd'hui favoriser, on a la technologie pour favoriser des émergences d'accès à Internet partout dans le monde. Et moi, je vous le dis, le gros problème à résoudre, ça va être de continuer le réseau. Ce n'est pas la peine de s'intéresser, de s'occuper des services. Les services, tout le monde va les créer, on est dans un processus de co-création. En revanche, le réseau, c'est ça qu'il faut faire, continuer à construire des réseaux en fibre optique. Et ça, ce qui est fantastique dans le monde Internet, c'est un monde qui à la fois favorise la libre entreprise, le moins d'État, mais qui demande aux États de s'occuper du fondamental, qui est de construire les infrastructures. Et dans ce sens, l'élection australienne qui s'est passée l'année dernière était extraordinaire, puisque ce sont les indépendants qui ont réalisé le choix du Premier ministre, uniquement sur la base suivante. C'était 2 indépendants qui étaient dans des zones reculées du nord de l'Australie, qui ont dit « nous choisissons les travailleurs parce qu'ils ont un programme d'investissement de 40 milliards de dollars dans la fibre optique. Et nous sommes persuadés que c'est ce qui va désenclaver nos régions dans le nord. » Alors pour terminer, je vais détruire un mythe à propos d'Internet. Internet, c'est pour les jeunes. Et puis je vais vous parler d'abord d'une dame qui s'appelle Rose. Peut-être avez-vous vu, je ne sais plus quelle association de quartier qui veut promouvoir le fait qu'on va aider les personnes âgées, a fait une affiche qui est triste à mourir. On voit Rose, elle est assise sur son siège, recroquevillée. Rose n'a pas de visite. Rose mange le matin, mais elle n'a pas faim. Rose boit son café, mais elle n'a pas... Oh là là, je veux dire... Et moi, ça ne me motive pas. Hein. Je veux dire, ok, il y a peut-être des Saint-Bernard qui iront voir Rose, je suis content, mais ça ne me motive pas, moi, je suis désolé. La pauvre Rose, ce n'est pas une image, même si ça existe. Hein, bon. Et puis moi, je vais vous parler de Ivy Bean. Qui parmi vous connaît Ivy Bean ? Eh bien, Ivy Bean est une dame anglaise qui est née en 1906, qui a vécu une vie de dame anglaise, tout ce qu'il y a de plus simple. Sauf que Ivy Bean, en 2008, à l'âge de 102 ans, découvre Internet et s'inscrit sur Facebook. Et devient la doyenne des gens sur Facebook. Au bout d'1 an, elle est un peu triste parce qu'elle atteint 4895 fans, qui est le maximum sur Facebook. Donc elle se tourne vers Twitter. Et la pauvre Ivy Bean est morte en juin 2010 à l'âge de 104 ans, avec en plus de ses 5000 amis sur Facebook, 58 000 followers sur Twitter. Eh bien vous voyez, dans le monde Internet, on peut découvrir Internet à 102 ans et mourir à 104 ans en étant une des stars du net. Finalement, nous avons de l'avenir devant nous. Merci. Et maintenant...